principalement, le métier d'agent, c'est de permettre aux talents de s'épanouir et de se focus uniquement sur sa compétence, en fait, de créer du contenu, de fédérer des audiences, de potentiellement s'entraîner si c'est un joueur professionnel, en s'occupant principalement de toutes les activités annexes. Donc que ce soit administrative, commerciale, marketing. On va l'accompagner en fait sur tous ces sujets-là pour que lui se focus uniquement sur sa qualité première, qui est celle en fait pour laquelle il est considéré comme un talent. Bienvenue dans Mediarama, le podcast qui explore la galaxie des médias. Ici, nous partons à la rencontre de celles et ceux qui façonnent les contenus, les usages et les stratégies de demain. Je suis François Desfossés, cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Nous accompagnons les médias dans leur transformation digitale. Contactez-moi sur mediarama@cosavostra.com, sur LinkedIn ou sur notre site cosavostra.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama. Alors une fois n'est pas coutume, aujourd'hui un épisode un peu différent pour défricher un sujet qui monte et qui m'intéresse réellement, l'univers du e-sport. Avec mon invité et ami Raoul Lebeil, e-sport agency director chez Webedia. Donc ce sera aujourd'hui un épisode plus exploratoire pour évoquer les grands enjeux d'un secteur alors j'ai mis en ébullition, mais c'est vraiment le cas, en croissance, qui commence à peser un certain chiffre d'affaires en France, dans le monde, et qui se structure. En parlant avec Raoul depuis quelques années, on voit vraiment bien l'évolution, et donc je trouvais ça intéressant de revenir sur ce secteur qui, en plus, est une manière aussi de se diversifier pour les médias. Alors toi, tu vas nous raconter tout ça, Raoul, et d'abord bonjour. Bonjour François. Et merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Et tu vas nous raconter tout ça, mais c'est vrai que tu étais dans le e-sport avant d'être chez Webedia, donc avant même que les médias s'y intéressent réellement. Donc c'est intéressant quand je parlais de structuration et donc dans Mediarama, parce que en fait dans le e-sport il y a beaucoup de médias, il y a beaucoup de production de contenu et Webedia l'a bien compris. Donc ça m'intéressait aussi de voir un peu cette diversification d'un média sur une nouvelle verticale qui produit beaucoup de contenu, donc très vertueux. Et je rappelle un peu aussi en préambule le chiffre d'affaires que représente le e-sport en 2020. Alors j'avais vu ce chiffre d'$1 milliard. Tu le prenais un peu avec des pincettes parce que tu connais la source qui est justement dans le e-sport. Mais bon, à quelques centaines de millions d'euros près, on est là. Ouais, tout à fait. Non, mais tout ce qui tourne autour de l'e-sport, faut toujours le prendre avec des pincettes, quoi. En fait, c'est un milieu qui évolue très très vite, donc c'est compliqué d'appréhender, notamment les analyses, les chiffres. Il y a de plus en plus d'études qui donnent une vision assez précise en fait du marché, et c'est assez intéressant. Maintenant, on reste quand même un univers qui est extrêmement jeune, qui doit encore se structurer, et donc effectivement, il faut prendre avec pas mal de recul les informations qu'on peut trouver autour de l'univers. Mais effectivement, ce chiffre d'1 milliard, on s'y approche, on l'a peut-être dépassé. En tout cas, c'est une des grandes étapes en fait qui est en train de se passer aujourd'hui. C'est effectivement le dépassement de ce cap qui est un cap quand même assez important, milliard de dollars de chiffre d'affaires. Ouais. Exactement. Et puis j'ai une croissance de 15%. Alors je sais pas si elle est chaque année de 15%, mais en tout cas la croissance est là. On est clairement plus dans l'effet de mode d'une bulle, quoi. Le e-sport s'est installé. Ouais, effectivement, au-delà du chiffre d'affaires généré par l'e-sport, ce qui est hyper intéressant, c'est de voir la croissance. Et quand on parle d'$1 milliard aujourd'hui de chiffre d'affaires généré en 2020, faut remettre en perspective ce qui se passait il y a 2, 3, 5 ans en fait dans l'e-sport, où on tournait aux alentours de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc effectivement, les taux de croissance sont pour le coup vraiment phénoménaux. Et c'est ça qui est intriguant, parce que quand on se projette en fait sur les prochaines années, on peut voir une progression qui est constante et qui explose, et à l'échelle en fait d'un secteur de l'entertainment comme est en train de devenir en fait l'e-sport, c'est assez incroyable. Ouais, c'est clair. Il n'y a pas tant d'industrie où tu as une croissance comme ça soutenue qui tient. Ton parcours, donc j'ai parlé rapidement, effectivement, tu étais déjà dans le e-sport avant de rejoindre Webedia, et on reviendra là-dessus. Tu peux nous dire rapidement ton parcours et comment tu en es venu justement à travailler dans le e-sport à un moment où personne ne connaissait ou n'y croyait peut-être en tant que réel business? Ouais, tout à fait, ouais. Donc moi j'ai toujours travaillé dans les médias, enfin beaucoup dans les médias. En tout cas, j'ai commencé principalement d'abord dans l'industrie musicale.
Et puis après, je me suis orienté plutôt dans la régie publicitaire et les partenariats, notamment dans tout ce qui concernait le secteur de l'entertainment, donc jeux vidéo, musique, cinéma. D'abord, j'ai travaillé pour le Nouvel Observateur, où j'étais en charge des partenariats pour le Nouvel Obs. Après, je suis passé chez Énergie, où j'avais à peu près le même poste. J'ai fait un passage chez Vente Privée, donc anciennement VP, où je m'occupais en fait de toutes les opérations spéciales en charge de la communication événementielle en fait pour VP. Et puis un jour, j'ai un camarade, Bertrand Amar, grand monsieur du jeu vidéo français, qui me contacte, une grande figure du gaming français, qui m'appelle, qui prend des nouvelles et puis qui me parle d'un projet qu'il souhaite lancer avec un deuxième camarade qui s'appelle Sacha. Donc Sacha Brodowski. Sacha Brodowski, que tu connais bien. Et effectivement, il m'appelle en me disant, bah voilà, on a une idée, on est en train de monter une agence pour gérer des personnalités qui sont des streamers. Et il m'explique en fait que c'est tout un univers où il y a des gens qui regardent d'autres gens jouer à des jeux vidéo. Et toi, t'en avais pas conscience à l'époque? C'était vraiment très... Je me rappelle exactement de la réponse que j'ai apportée à Bertrand quand il m'a expliqué son idée. Et je lui ai répondu littéralement, je ne comprends pas de quoi tu me parles. Je n'arrivais pas à concevoir en fait le fait qu'il y avait des personnes qui passaient du temps sur des plateformes à regarder d'autres gens jouer à des jeux vidéo. Mais tu sais, comme il y avait eu, je sais plus sur quelle émission de télé, c'était sur Canal, une remarque un peu d'un journaliste qui ne comprenait rien et qui se le paraissait aberrant, genre que c'est des débiles qui regardent ça. Alors, j'avais pas ce jugement-là, mais effectivement, c'était Antoine Decaune sur le Grand Journal qui effectivement avait porté un jugement un peu péjoratif sur Twitch. Donc cette fameuse plateforme de live stream sur laquelle se passaient sur laquelle étaient diffusés tous ces contenus. Et donc je me suis intéressé, donc j'ai creusé un peu, j'ai regardé et j'ai découvert un univers assez passionnant, et notamment moi avec ma casquette en fait média que j'avais développé tout au long de ma carrière, et j'ai découvert un outil vraiment assez génial quoi. Et c'est donc je me suis dit allez go, on y va, et on s'est lancé tous les trois dans cette aventure. Bang Management. Voilà, on a lancé cette agence qui s'appelle Bang Management et qui avait pour objectif en fait d'accompagner des personnalités référentes de cet univers de l'e-sport, donc des joueurs professionnels de jeux vidéo, mais également ce qu'on appelle des streamers, donc ces personnalités qui diffusent du contenu gaming en fait sur cette plateforme Twitch en live. Et notre objectif, c'était effectivement de les faire évoluer, les accompagner, les développer, et puis de pouvoir justement monétiser les audiences qu'ils pouvaient générer. D'accord, donc c'est une gestion de ces talents, hein, puisque c'est le terme consacré, à la fois dans leur parcours, du coaching, mais aussi la gestion des revenus générés, etc., les signer des contrats. Ouais, tout à fait. En fait, l'idée de base, c'était effectivement de les accompagner dans leur quotidien, sachant que souvent en plus sont des jeunes, très jeunes. Ouais. Ça, à l'époque, les personnalités avec lesquelles on travaillait avaient 19, 20 ans, 21 ans, qui étaient des personnes quand même assez brillantes, hein, même si elles étaient jeunes, mais en tout cas c'était quand même des personnalités qui arrivent à générer des audiences considérables, donc qui arrivent il faut à fédérer. Quand même une espèce de discipline, il faut être créatif. Exactement. Enfin, donc, voilà, ça tombe pas par hasard sur n'importe quel kidam de devenir populaire. Soit très bon dans un jeu vidéo, soit streamer ou qui est encore autre chose. On en reparlera justement tout à l'heure. Exactement. Et donc Bang Management, sans dévoiler, se fait donc grossi. Vous êtes commencé à être remarqué, et donc vous êtes racheté. Tout simplement. Ouais. Alors du coup, on a développé l'activité. Ça allait assez rapidement. C'est-à-dire qu'on était un peu les premiers à développer ce type d'activité. Il y avait un besoin à l'époque parce qu'effectivement ces jeunes se développaient tout seuls et manquaient peut-être un peu de structure. Donc Bertrand, Sacha et moi, on a permis justement de structurer un peu cet univers et les personnalités avec lesquelles on travaillait. Ça a très bien marché très rapidement. On s'est rendu compte qu'il y avait un intérêt assez fort de certaines marques, même si au début on rencontrait beaucoup de personnes en fait de l'univers du marketing, de la pub, des agences, des directeurs marketing, des choses comme ça, et qui n'étaient pas forcément ultra sensible parce que comme beaucoup de gens ils avaient du mal à comprendre et à concevoir en fait. Tu vas pas investir dans quelque chose que tu connais pas. Et ce qui est assez rigolo, c'est que les premiers gros deals qu'on a signés, c'était souvent c'était pas forcément avec des jeunes d'agences marketing qui potentiellement auraient pu être les personnes les plus intéressées par ce nouveau phénomène, mais à l'inverse c'était plutôt des seniors, des seniors de grands groupes, direction marketing, direction de la com, qui avaient eux-mêmes chez eux dans leur foyer des enfants qui avaient entre 12, 15, 18 ans et qui venaient voir leur père en disant mais
papa, il y a un truc qui se passe là, ou maman, franchement, il y a un petit jeune là que je regarde. Franchement, ça vaudrait le coup que tu regardes, quoi. Et moi, quand j'arrivais face à ces personnes et que je leur expliquais et que je leur faisais découvrir cet univers, ils me regardaient avec des yeux qui brillaient dans tous les sens et ils me disaient, mais Raoul, grâce à toi, j'arrive à comprendre enfin la passion de mon fils, quoi. Et ça m'a permis quand même de faire des gros deals. Ouais, c'est clair, ça a aidé pour le business à partir du moment où ils comprennent. Voilà. Et donc à partir de ce moment-là, on a réussi effectivement à développer l'activité de manière assez forte. Parallèlement, on accompagnait nos talents justement pour les faire, pour augmenter leur notoriété auprès du grand public. Donc on avait un réseau d'amis producteurs, de télé, de radio, puisqu'on venait tous de chez Énergie. En fait, Bertrand, Sacha et moi, on avait bossé ensemble chez Énergie. Et donc du coup, on a médiatisé un peu ces personnalités. Et donc ça a été une sorte de cercle vertueux, c'est-à-dire que plus on les faisait passer sur des médias un peu traditionnels, on va dire, plus les marques et les professionnels avec voilà, les exactement. Marques, ouais. Et donc rapidement, il y a plusieurs médias qui ont été intéressés par notre activité. Et Webedia, effectivement, nous a proposé un projet qui nous a beaucoup intéressés. Et on a rejoint Webedia fin 2016 dans une logique de vouloir développer en fait toute la stratégie e-sport de chez Webedia, qui avait bien compris en fait l'intérêt et les enjeux qu'il y avait autour de cet univers-là, et qui nous a laissé les mains pour justement développer toute la stratégie avec une ambition assez importante. Alors, est-ce qu'il y avait du e-sport chez Webedia et qu'est-ce que le e-sport? Parce que je ne sais pas si on l'a dit précisément, la définition de... Ouais. Et c'est quand même la thématique de l'épisode. Je réalise qu'on a démarré depuis 10 minutes, je n'ai pas dit ce qu'était le e-sport. Alors, a priori, quand même, en 2021, le e-sport, c'est quand même assez connu, mais donc il s'agit des jeux vidéo en compétition. Voilà. C'est toutes les compétitions. Alors il y a plusieurs niveaux après. Vas-y. Tout à fait. D'abord, je tiens à préciser qu'on ne dit pas le e-sport, on dit l'e-sport. Voilà. Bien ça, sûr. c'est hyper important, c'est la base. C'est la base, merci. Et l'e-sport, ouais, c'est vrai que c'est important de le définir parce que c'est toujours un peu flou, il y a beaucoup de définitions en fonction des gens qui y travaillent, mais de base, c'est la compétition de jeux vidéo. Donc c'est le fait qu'une personne affronte une autre personne sur un support vidéoludique, donc un jeu vidéo. Concrètement, quand on fait une partie de FIFA avec ses potes, ça peut être considéré comme de l'e-sport. C'est de l'e-sport amateur. Mais ce qu'on appelle aujourd'hui l'e-sport, c'est vraiment toute la professionnalisation en fait de la compétition de jeux vidéo. Et ça existe depuis très longtemps. Ouais, en fait, j'allais dire 20 ans, 30 ans, enfin depuis, je sais qu'en Asie... Ça existe depuis en fait que le jeu vidéo existe. Puisque, oui, en fait, c'est il y a la toujours compétition. eu des gens qui se sont affrontés en fait pour savoir quel était le meilleur sur un jeu, quels étaient les meilleurs joueurs sur un jeu. Mais sauf que c'était un phénomène de niche, c'était très confidentiel, et il y a eu une première étape qui s'est développée, qui a permis justement de développer le phénomène de l'e-sport, c'est l'arrivée du haut débit, qui a permis de diffuser en fait des compétitions. Donc c'était sur des serveurs privés, ça restait quelque chose de très très communautaire. Il y a une deuxième phase qui a permis vraiment, là, pour le coup, de vraiment populariser ce phénomène, c'est la création en 2011 d'une plateforme qui s'appelle Twitch, qui est une plateforme de live stream, et qui a permis justement, c'est à partir du lancement de Twitch que l'e-sport a vraiment explosé. Donc ça fait à peu près 10 ans qu'aujourd'hui on voit ce phénomène exploser et les audiences grossir énormément. Merci pour cette définition claire du e-sport. De l'e-sport. Ça marche dans les deux sens. Merde, il y a eu. Et donc, est-ce qu'il y avait de l'e-sport chez Webedia avant qu'ils rachètent Bang Bang? C'est eux, ils ont eu une intuition en se disant c'est en train de prendre et plutôt que de redémarrer de zéro, on va aller voir du côté de Bang Bang Management, où ils avaient déjà initié des choses autour de ça, puisque je rappelle quand même que dans les marques de Webedia, il y a jeuxvideo.com notamment, qui est sinon le seul gros acteur média autour de jeux vidéo, et ils avaient déjà Millennium à l'époque. Tout à fait. Alors ils étaient déjà présents dans l'e-sport avec une marque qui s'appelle Millennium, qui était une team de joueurs de jeux vidéo assez populaire, même c'était la plus grosse team française d'e-sport. Et donc ils avaient déjà une connaissance du marché. Il leur manquait clairement une spécialité qui était les talents. C'est-à-dire que, en gros, quand tu as une team e-sport, tu participes aux compétitions, tu es vraiment dans une logique de résultats, de palmarès. Mais ce qui génère l'audience, c'est les personnalités. Donc, en fait, ils étaient présents dans l'e-sport, mais il leur manquait encore quelques activités qui leur permettaient de compléter en fait un dispositif, une stratégie globale. Oui, et peut-être de savoir comment bien monétiser et gérer, parce que forcément, chez Millennium, c'était des teams, donc ces talents devaient être là, mais c'était peut-être qu'ils ne savaient pas transformer ces joueurs en
média ou en marque, en tout cas en faire une marque et savoir le monétiser, etc. C'est ça. En fait, il y a, dans l'écosystème de l'e-sport, il y a pas mal de choses différentes, il y a pas mal de spécialités en fait. Les teams et la gestion des teams en est une, mais il y en a plein d'autres en fait. Et l'acquisition de Bang Bang Management permettait de répondre à d'autres spécialités, à d'autres expertises que Webedia n'avait pas encore. Si là maintenant, donc, tu es chez Webedia, je crois qu'il y a un peu plus de 20 marques médias en ligne chez Webedia. Est-ce que tu pourrais juste rapidement, alors je sais que tu ne représentes pas forcément tout Webedia aujourd'hui, c'est vraiment sur les sports que je voulais te voir, mais grosso modo, les activités de Webedia, médias, alors ça va forcément un peu plus loin, tu saurais présenter Webedia en 2 mots? Ouais, alors Webedia, c'est une société qui est spécialisée dans le digital, qui a développé différentes expertises de consulting justement dans la transformation digitale, dans l'accompagnement des entreprises sur cet univers-là. Et puis parallèlement, c'est effectivement une marque média. C'est-à-dire qu'elle représente aujourd'hui, comme tu l'as dit, une vingtaine de marques médias qui sont organisées autour de verticales. C'est-à-dire qu'en fait, la stratégie de Webedia, jusqu'à présent, reposait principalement sur la capacité à s'adresser de manière très spécifique à des communautés liées à des univers de l'entertainment. Donc en gros, on a développé une verticale dédiée au cinéma, sur laquelle on s'appuie sur une marque média très forte qui est Allociné, et sur tout un environnement contextuel qui va nous permettre en fait d'apporter une approche éditoriale qui va intéresser les communautés fans de cinéma. Pareil sur le food avec 750 grammes, pareil sur le gaming, effectivement, avec jeuxvideo.com. Et à chaque fois, on a développé en fait des expertises très très fortes sur ces différents univers qui nous permettent de nous adresser de manière très privilégiée auprès des communautés, qui sont des communautés très exigeantes en fait vis-à-vis justement de ce type de contenu, mais qui sont surtout extrêmement engagées. Et en fait, c'est toute la spécificité de Webedia, c'est qu'en gros, pour se différencier des GAFA qui trustent 85, 90, 95% des audiences en fait digitales, l'idée c'était de se dire, ok, vous voulez communiquer sur du grand public, vous allez sur les GAFA. Par contre, vous voulez vous adresser de manière spécifique, ultra affinitaire, avec de l'ultra affinitaire, vous venez chez Webedia. Et dans cette logique-là, l'acquisition de Bang Bang Management correspondait en tout cas à cette volonté de créer en fait cette verticale dédiée à l'e-sport. D'accord. Qui venait donc à côté de ce qui se faisait sur les jeux vidéo. Qui venait en complément de ce qui se faisait effectivement sur jeuxvideo.com. Et en fait, toute la stratégie qu'on a développée, que ce soit sur l'e-sport, sur le foot, sur le cinéma ou sur toutes les autres verticales en fait qu'on a développées, c'est un modèle qu'on reproduit, qu'on scale en fait sur l'ensemble des filiales où on est présent à l'international. On s'appuie toujours sur une marque média très forte. On s'appuie toujours sur un line-up en fait d'influenceurs très fédérateur et très légitime en fait dans les univers qu'on représente, et on développe en fait un univers contextuel très propre à la verticale pour embarquer justement les communautés des influenceurs. Très clair, je reviendrai sur l'international tout à l'heure. Je voulais rester juste une seconde sur jeuxvideo.com. Est-ce qu'il y a des synergies entre... Donc toi, tu étais vraiment sur le côté talent e-sport. Est-ce qu'il y a quand même des synergies entre jeuxvideo.com, Millennium, le e-sport, et comment est-ce que... Parce que jeuxvideo.com, là, c'est un site de contenu, tu as les fameux forums, etc. Mais comment tu arrives à faire des synergies entre ces marques ? Alors, évidemment, il y a beaucoup de synergies. On reste sur du contexte gaming. Jeuxvideo.com, c'est un site d'information sur le gaming, sur l'univers du gaming. Ce qu'on appelle le gaming, c'est tout cet univers du jeu vidéo dans lequel l'e-sport fait partie. L'e-sport, en fait, c'est une rubrique, partie, on va dire, du site. C'est surtout ça fait partie de l'univers du gaming. C'est la partie compétitive en fait de ce qui se passe dans le gaming. Le gaming aujourd'hui, c'est quand on joue à Candy Crush sur son téléphone, c'est du gaming mobile. Mais quand on fait des compétitions de League of Legends qui rassemblent des centaines de millions de personnes en fait qui regardent les compétitions, c'est de l'e-sport, mais ça fait partie de l'univers du gaming, quoi. Donc effectivement, forcément, jeuxvideo.com a des liens très très forts en fait avec notre activité, et on l'utilise beaucoup en fait sur nos activités, au même titre que MGG, anciennement Millennium.com, qui est un site dédié là pour le coup à l'e-sport, mais c'est effectivement tout cet environnement média autour du gaming, de l'e-sport, qui représente notre activité. Et ça aurait pas de sens de mettre alors MGG, je sais pas, donc l'ancien Millennium, dans jeuxvideo.com? Non, parce que c'est deux approches éditoriales qui sont profondément différentes. Ce sont des équipes différentes, Tout à fait, c'est des équipes éditoriales différentes. Mais ce qui est intéressant, c'est que jeuxvideo.com, comme
comme tous les autres sites qui sont dédiés au gaming en fait chez Webedia, ont un pouvoir assez important d'influence. Clairement, on représente des grosses communautés. Et c'est vrai que du coup, ça nous donne un poids assez important dans les échanges qu'on peut avoir avec les éditeurs. Et forcément, ça a un impact également sur notre activité e-sport. Ouais. Et combien ça pèse justement l'e-sport chez Webedia en part? Est-ce que un ordre de grandeur? Alors, on communique pas sur les chiffres. La chose que je peux te partager éventuellement, c'est que ça représente quand même... On a une part de marché qui est relativement importante par rapport au marché global en France, voire à l'international. Au niveau de l'activité chez Webedia, c'est pas encore énorme. Je pense qu'on est aux alentours de... je ne vais pas te dire de bêtises, mais je pense que c'est 2% à peu près du chiffre d'affaires global de Webedia. D'accord. 2 à 3%. Mais par contre, c'est un chiffre qui est, à l'image du marché, est en très très forte croissance. C'est-à-dire qu'on a c'est la valeur sûre. On a multiplié par, je pense par 10 ou 15 le chiffre d'affaires de l'e-sport en 3 ans. C'est fou, quoi. Et les perspectives restent toujours très très importantes. Ok. Donc, et oui, parce qu'effectivement, les prévisions de croissance, on disait, elles sont assez phénoménales. Je voyais que d'ici 2025, en termes de vues, l'e-sport serait plus fort que les ligues aux États-Unis. C'est-à-dire plus d'audience, NBA, NFL, etc. Est-ce que tu as alors, parce que là, tu parlais de plusieurs centaines de millions, alors peut-être pas plusieurs centaines, mais une finale d'un LOL, etc. C'est plus de finale qu'un... Oui, alors effectivement, tu as raison, les chiffres montrent que pour la finale des championnats du monde du jeu League of Legends, qui est effectivement un jeu extrêmement populaire dans l'e-sport, en 2020, ça atteignait 100 millions de personnes, en fait, en live, là où, en comparaison, les phases finales de la NBA rassemblent environ 25 millions de téléspectateurs. Par contre, il faut effectivement mettre faut être vigilant par rapport à ces chiffres, parce que la NBA est diffusée sur des canaux payants en fait de la télévision, là où League of Legends est diffusé gratuitement en fait, sur Twitch, principalement sur Twitch. Donc oui, en volume, ça représente plus d'audience. Maintenant, faut être prudent en fait sur. Oui, c'est juste des chiffres qui sont toujours intéressants à mettre en perspective, mais t'as raison, faut être un petit peu prudent. Évidemment. Et donc après, tu l'as dit, principalement, ton métier tourne autour de ces talents. Est-ce que tu peux nous raconter qu'est-ce que ça veut dire de gérer un talent? C'est être son coach, alors coach sportif, psychologique, agent pour lui trouver des sponsors, c'est alors un papa parfois, un conseiller. Ouais, il y a un peu de tout ça. Il y a un peu tout ça. Alors, le travail évolue beaucoup. Il se structure comme tout l'ensemble en fait de l'activité de l'e-sport aujourd'hui dans le monde. Donc le métier d'agent est différent aujourd'hui de celui qu'il était il y a encore quelques années. Mais effectivement, disons que principalement le métier d'agent, c'est faire en sorte de permettre aux talents de s'épanouir et de se focus uniquement sur sa compétence en fait de créer du contenu, de fédérer des audiences, de potentiellement s'entraîner si c'est un joueur professionnel, en lui permettant en fait en s'occupant principalement de toutes les activités annexes, donc que ça soit administrative, commerciale, marketing. On va l'accompagner en fait sur tous ces sujets-là pour que lui se focus uniquement sur sa qualité première, qui est celle en fait pour laquelle il est considéré comme un talent. Et le redire, il y a deux catégories de talents. Il y a les e-sportifs, ceux donc qui sont vraiment c'est du haut niveau, c'est de la compète, et il y a les streamers qui sont bons ou pas, alors souvent un peu quand même, mais surtout qui streament et donc les gens regardent, qui ont une audience, une communauté, quand bien même ils font pas de e-sport ou que c'est tout à fait, c'est un créneau après qu'ils ont. On voit ça sur Twitch, on voit ça sur YouTube, c'est comme c'est des streamers. Exactement. Donc c'est la différence entre un joueur professionnel, donc un e-sportif, et un streamer. Donc il y a effectivement ces deux profils de talent dans ce qu'on appelle l'e-sport. Et ce que on pourrait définir enfin deux univers un peu parallèles, qui l'e-sport compétitif pur et dur, où là effectivement on a des teams, on a des compétitions, on a des joueurs professionnels qui vont diffuser en fait leurs entraînements sur Twitch et qui vont générer l'audience. Et puis ce qu'on appelle le streamer, qui lui est plus une personnalité, enfin disons un entertainer qui va fédérer de contenu. Voilà, qui produit des contenus et qui va fédérer des audiences, qui va fédérer des communautés autour du contenu qu'il produit. C'est pas forcément un très très bon joueur professionnel, c'est souvent
des gros gamers en fait, Ouais. mais ils ont surtout cette capacité à générer ces audiences parce qu'ils arrivent à animer en fait des contenus pendant 1 heure, 2 heures ou 3 heures, Ouais. soit en jouant eux-mêmes à des jeux vidéo, mais parfois et de plus en plus avec des contenus qui sont très différenciants et qui ont parfois plus rien à voir aujourd'hui avec l'e-sport et avec le Ça gaming. allait être ma question, en fait, elle est où la limite? Aujourd'hui, tu peux avoir un talent qui arrête de jouer, mais continue de produire du contenu, ou fait d'autres choses, et les gens continuent de le suivre. Donc, vous avez pas une ligne qui est très claire. Enfin, aujourd'hui, toi, quelqu'un vient te voir en disant, je stream, de temps en temps, je fais un peu de jeux vidéo, mais je fais pas que ça, tu le prends aussi? Oui, parce qu'en fait, effectivement, c'est un peu une phase de transition qu'on observe aujourd'hui. Il y a encore 2-3 ans, sur des plateformes comme Twitch, peut-être qu'on va y revenir un petit peu après sur Twitch pour bien expliquer ce qu'est cette plateforme. 90 à 95% du contenu, il y a encore 2-3 ans, a été dédié au gaming et à l'e-sport. Et en fait, le succès populaire de cette plateforme et le fait que l'audience explose en fait sur ce média, fait que les contenus évoluent également. Et on voit émerger en fait de plus en plus des personnalités, des talents, des influenceurs en fait qui créent du contenu, qui diffusent du contenu qui n'a plus rien à voir du tout avec le gaming et qui malgré tout génèrent beaucoup d'audience. Donc on voit un transfert en fait d'audience sur des contenus éditoriaux assez novateurs en fait sur Twitch, mais tout en en tout cas, il faut être conscient que même si le contenu éditorial évolue, on reste sur une audience et une communauté qui vient en fait de cet univers de l'e-sport, qui vient de cet univers de gaming. Donc il y a tous ces codes, toutes ces règles en fait qui existent en fait sur Twitch, qui viennent de cet univers, de cet historique en fait de l'e-sport et qui mènent aujourd'hui à des on reste dans la culture du gaming et sport. Oui, donc quelque part, c'est les mêmes codes par rapport aux annonceurs, etc. Tout ce que vous savez faire, vous savez gérer ce genre de talent parce que les codes, vous les connaissez, ça revient etc. Donc tu peux toujours faire le lien avec les annonceurs, les marques, les opérations que tu peux faire autour de ça. Et puis les mecs, pour la plupart, quand même, sont des joueurs de jeux vidéo. Donc, exactement. C'est pas, c'est pas genre un influenceur Instagram qui arrive et qui te dit, moi, je fais du shopping, je fais des photos de. Il y en a qui, on est vraiment dans cette phase de transition où aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui sont intéressées par Twitch et qui s'essaient sur Twitch. En fait, ce qui est important, c'est de pas oublier que l'audience et la communauté vient de cet historique très fort, en fait, qui est lié au gaming et à l'e-sport, et donc qui impose, en fait, une vraie expertise, une vraie connaissance de cette historique. Ouais, et on en parlait juste avant de démarrer l'épisode, mais donc la crise pour vous, je reviens juste une seconde, ça a fait cartonner en fait tout ce qui est streaming et le business aussi quelque part, parce qu'en fait les annonceurs, on l'a vu dans la presse, pour schématiser, il y a eu moins de distribution, plus de kiosques, donc baisse des budgets, les annonceurs ont eu peur. Toi, tu as vu au contraire un report de budget des annonceurs parce que les audiences sur Twitch notamment ont explosé pendant le confinement, les confinements et pendant la crise. Oui, tout à fait, ouais. Donc la crise sanitaire est un excellent accélérateur en fait pour l'e-sport et pour Twitch. On a vu les audiences effectivement exploser et ça s'explique principalement parce qu'effectivement les gens sont restés chez eux. L'OMS a promu clairement la pratique du gaming, ce qui était un changement de paradigme assez important puisque 2 ans on se rappelle nous quand on était jeunes, etc. C'était le mal, même il n'y a pas si longtemps exactement, il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a 2-3 ans, ils étaient très inquiets sur les phénomènes d'addiction en fait que peuvent générer le gaming, qui existent et qui sont réels, mais en tout cas il y avait une vision assez caricaturale en fait du phénomène du gaming qui a profondément changé à cause de la crise sanitaire, là où effectivement l'OMS incitait les gens à jouer aux jeux vidéo quoi. Donc c'était un vrai changement de vision assez profond, et effectivement tous les médias ont commencé à parler de Twitch, tout le monde a mis en avant en fait ce nouveau phénomène. Il y a un phénomène qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de personnalités publiques qui se sont mis à streamer. Samuel Etienne, notamment. Alors, entre autres Samuel Etienne, mais il y a plein de sportifs, il y a plein d'artistes en fait qui justement. Oui, il y a eu aussi tous les pilotes de F1 en fait. Tous les pilotes de F1, tous les footballeurs. Toutes les courses qui ont été faites de manière virtuelle. Griezmann a streamé. Toutes ces personnalités qui pouvaient plus pratiquer leur activité historique de sport, de concerts, de choses comme ça. Voilà, c'est tous des gens qui sont souvent fans de jeux vidéo, qui ont utilisé cette période-là pour tester en fait Twitch, et ça a permis de démocratiser et populariser encore plus en fait le phénomène de mainstreamisation de ces streamers et de cette plateforme Twitch notamment. On parle de Twitch parce qu'en fait tu voulais y revenir, c'est un peu la seule plateforme valable qui existe. Alors pour
pour la regarder de temps en temps. Je sais que Facebook essaye, signe des deals avec justement des joueurs. Je connais pas le détail de ces deals, c'est exclusif. YouTube le fait. J'ai l'impression qu'à chaque fois, en termes de techno, c'est pas à la hauteur de ce que fait Twitch. Est-ce que c'est une question de communauté, de features, de fonctionnalités qu'on peut avoir d'interaction avec le chat? Pourquoi Twitch cartonne à ce point et personne n'arrive à rattraper? Il y en a pas d'autres. Enfin, je veux dire, il y a pas d'alternative réelle aujourd'hui. Alors, il y a des alternatives, mais effectivement, dans l'usage, Twitch a clairement un monopole en fait sur la diffusion de contenu en live stream. Donc, c'est vraiment tout l'enjeu en fait de Twitch. C'est une plateforme de diffusion de contenu live stream. Donc, en fait, c'est ni plus ni moins c'est un flux de stream qui est utilisé par la communauté pour être consommé en direct. Donc c'est comme YouTube en fait, chacun peut avoir sa chaîne Twitch, comme on peut avoir sa chaîne sur YouTube, sauf que c'est eux qui ont inventé un peu l'usage. Oui, en fait elle s'est construite autour du live versus un YouTube qui rattrape quelque part mais qui est une plateforme d'AVOD à la base. Exactement. En fait, Twitch, quand ils sont lancés, c'était ni plus ni moins qu'une bande de potes qui voulaient montrer à leur groupe de potes comment ils jouaient aux jeux vidéo. Avec cette petite webcam qui permet d'avoir une capsule, une vignette en bas dans un coin où on voit le joueur jouer. On voit le joueur et ce chat qui permet d'interagir avec le diffuseur. Et ça a très très bien fonctionné. Effectivement, toutes les autres plateformes ont vu le potentiel que développait Twitch et ont voulu soit racheter Twitch, soit effectivement développer leur propre techno. Il se trouve que Twitch garde un monopole de fait puisqu'ils ont effectivement la primo leader, la primo premier arrivant et surtout que l'usage s'est construit autour de Twitch. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qu'il en ressort, c'est que l'audience et les communautés consomment le live stream sur Twitch. C'est vraiment l'usage qui se dessine autour de cette plateforme-là. Et ils vont consommer du contenu froid ou de la VOD sur YouTube. C'est vraiment ça. Alors que Twitch permet aussi de faire de voir tous les replays, etc. Twitch permet de voir tous les replays. YouTube permet de diffuser en live stream. Mais l'usager a décidé d'utiliser Twitch pour le live stream et YouTube pour la VOD. Ça c'est assez fou. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit de plus en plus en fait, de youtubeurs qui vont aller sur Twitch pour diffuser leur contenu live. Et inversement, des streamers qui utilisent YouTube pour tout leur contenu froid. D'accord. Et là, tu saurais expliquer pourquoi? C'est juste parce que c'est l'usage, l'expérience de l'utilisateur et les habitudes. Donc, on est obligé de se coller un peu là-dessus. C'est pas tant techno. Il n'y a pas d'exclusivité en fait sur les diffusions de contenu. Donc, les utilisateurs utilisent vraiment les meilleures plateformes en fonction de leur usage et de leur intérêt. Pour revenir et donc je rappelle Twitch qui avait été racheté pour le coup par Amazon il y a quelques années, qui avait bien cru. Je sais plus combien ils avaient acheté ça. $1 milliard en 2014, effectivement. Super investissement, je pense. Je sais pas combien ça serait valorisé aujourd'hui. Ils étaient beaucoup à vouloir racheter Twitch, YouTube les premiers, mais la loi antitrust avait empêché YouTube justement de faire l'acquisition de Twitch, et donc c'est Amazon qui a pu récupérer pour $1 milliard cette petite pépite. Ouais, parce qu'à mon avis, je sais pas, on suivra, mais je pense que déjà en valorisation, ça doit être nettement plus haut. Je pense qu'effectivement, ils ont fait une belle affaire. Toujours sur Twitch, donc cette mainstreamisation, en tout cas, le fait que toutes ces personnalités viennent sur Twitch, est-ce que vous êtes aussi totalement dans cette tendance chez Webedia? Vous avez diversifié un peu votre activité? Est-ce que, on parlait au début, c'était vraiment des talents vraiment très e-sport. Maintenant, tu dis que c'est plus ça shift un peu producteur de contenu. Et donc, tu as observé ce phénomène où tu as de plus en plus de gens qui vont sur Twitch. Vous diversifiez un peu votre activité suite à ça? Oui, alors tout à fait. À l'image de ce qui se passe sur Twitch, on est en train justement d'évoluer sur notre typologie de production et nos ambitions. On est toujours très très fort sur les sports et on a développé des contenus qui sont aujourd'hui extrêmement puissants sur les sports, qui sont parmi les plus puissants même dans le monde. On développe des compétitions, notamment la LFL, qui est la Ligue française de League of Legends, qu'on coproduit avec Riot, l'éditeur du jeu, et qui est aujourd'hui considérée comme, sinon la plus grosse, en tout cas une des plus grosses ligues mondiales d'e-sport. Donc c'est des audiences qui sont considérables. Les équipes françaises qui participent à cette compétition sont parmi les meilleures. Ils n'ont pas gagné le championnat européen. Tout à fait, récemment. C'est à Carmine Corp, exactement. Il y a une dizaine de jours ou 2 semaines, je sais plus. Tout à fait, ouais, quelques semaines a gagné le championnat européen de League of Legends après
gagné la LFL. Donc voilà, donc on a une activité e-sport qui est très importante et qui marche excessivement bien. Et puis on développe aussi d'autres compétitions avec d'autres éditeurs. Donc c'est un enjeu très important pour Webedia. Mais effectivement, comme tu le dis, à l'image de l'évolution en fait du contenu qui se fait sur Twitch, les talents qu'on a accompagnés et qu'on continue à accompagner, qui faisaient principalement du contenu gaming jusqu'à présent, évoluent eux-mêmes sur leur approche éditoriale et on les accompagne en fait sur cette évolution. Et donc depuis quelques années, et notamment surtout depuis la crise sanitaire, on a développé des nouveaux formats qui ont aujourd'hui plus grand chose à voir avec le gaming et qui fonctionnent excessivement bien. Je pense notamment à une des personnalités qu'on accompagne depuis 6-7 ans maintenant, Domingo, qui est passé par notamment la radio, la télévision et qui est revenu il y a 2 ans avec un format qui s'appelle Popcorn, qui est un talk show qui traite de plein de sujets sociétaux, enfin qui est très porté sur c'est vraiment une émission d'entertainment quoi. Ouais, à l'américaine, hein, avec voilà, plateau, c'est quand même, enfin tu vois, il y a la production, voilà, on est effectivement plus avec juste un mec sur son fauteuil de gaming, exactement, etc. Quoi, exactement. On n'est plus juste avec une webcam et puis une personnalité qui joue un jeu vidéo, on est sur un vrai plateau de télé avec une vraie équipe de production, des techniciens qui sont enfin c'est une grosse équipe qui produit ça. Mais quand même, pardon, je t'interromps, mais un peu low cost, coûte cher, un peu comme à la télévision. Est-ce que vous avez essayé de trouver un entre-deux, juste par curiosité, en termes de moyens? Est-ce que le piège, c'est de vouloir justement trop faire, trop gros, etc. Alors que non, comment vous êtes un peu organisé en tactique? Non, c'est intéressant comme question. En fait, c'est pas du low cost. C'est beaucoup d'investissement pour Webedia, c'est beaucoup d'investissement pour Domingo. C'est une coproduction qu'on a montée avec Domingo. Donc c'est des gros investissements pour du live stream. Ouais. Pour du live digital, ça reste 10 à 15 fois moins important que du live télé. Ouais, voilà, c'est ça un peu que je voulais dire. Ouais, parce que... c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'on arrive à produire des contenus qui n'ont rien à envier avec ce qu'on trouve en télé aujourd'hui, à des coûts qui sont beaucoup plus bas, mais qui restent très importants si tu le compares à ce qui se fait en général sur le digital. Mais en même temps, ces investissements sont nécessaires justement pour accompagner le développement du live stream, pour accompagner le développement de nos talents, et on le regrette absolument pas, puisque les audiences qu'on génère aujourd'hui avec des émissions comme Popcorn, comme Hors-jeu, comme la chaîne Le Stream qu'on produit également chez Webedia, sont en très très forte croissance, et aujourd'hui on n'a pas du tout à rougir par rapport à des audiences qu'on pourrait trouver en prime time sur des chaînes TNT. Donc c'est un investissement qui marche. Donc le stream, est-ce qu'on a le droit de parler du live, le live de Webedia, ou est-ce que c'est un sujet un peu compliqué? Non, il n'y a pas de problème, on peut en parler. C'est un sujet qu'on assume complètement chez Webedia. Mais en plus je taquine, mais je trouve que vous avez eu le courage au moins de l'initiative. Ouais, non, tout à fait. Non, mais c'est un projet sur lequel moi le concept du live, c'est une web TV en fait qui diffuse du contenu live 24/24. Le projet, j'y crois beaucoup. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un usage qui se développe, on en a parlé. Le média du live digital est absolument génial. C'est un média qui est révolutionnaire et qui est plein de dynamiques extrêmement intéressantes à étudier, plein d'innovations. Donc c'est un média dans lequel je crois. On l'a fait, on s'est planté. Mais vraiment, voilà, j'assume complètement. Ça a été, j'assume pas. C'est pas moi qui me suis collé directement à ce projet-là, mais en tout cas, voilà, on a testé en fait un format. On s'est peut-être mal préparé en fait pour le lancement. Ça a été un échec. On a appris beaucoup de choses via cet échec-là. C'est des nouveaux codes, hein. Enfin, en même temps, vous avez appris beaucoup. On a appris beaucoup de choses à cause de cet échec-là. On a appris de nos erreurs. On a relancé plein d'autres projets en parallèle. On a relancé plein de contenus. On développe plein d'idées nouvelles et sur lesquelles justement, on s'appuie sur les enseignements qu'on a appris en fait de l'échec du live. Donc oui, Webedia, ça reste une boîte qui est assez géniale parce que on teste plein de choses. Il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui marchent pas. Quand ça marche pas, c'est pas grave parce qu'on passe à autre chose et au moins. Et puis t'as appris. Et au moins on sait ce qui marche ou ce qui marche pas quoi. Le monde de l'entrepreneuriat, c'est un peu ça. C'est pas que t'échoues, c'est que t'apprends. Exactement. Et je pense que vous aviez bien appris, effectivement. Tu parlais un peu que vous trustiez un peu le marché en France. Il y a des autres acteurs quand même.
Alors que ce soit des médias ou des boîtes peut-être plus indépendantes, parce que c'est vrai que vous êtes un peu à la frontière, vous faites ça au sein de Webedia, mais ça pourrait probablement être fait peut-être par des plus petits agents qui sont en direct avec les marques. Non, qui est la concurrence un peu de... Alors, sur la partie e-sport, on est clairement pas les seuls acteurs, même si on est un gros acteur. Je pense qu'on peut revendiquer être le premier acteur en France, mais il y a plein d'autres marques et sociétés qui évoluent dans l'e-sport aujourd'hui. On a parlé de WebTV, donc il y a d'autres WebTV avec lesquels Webedia est amené aussi à travailler. On travaille beaucoup en fait avec l'ensemble des acteurs en fait de l'e-sport français. On parlait de teams, il y a des teams comme Vitality, comme la K-Corp, on en a parlé également, comme plein d'autres en fait qui se développent et qui participent justement à l'écosystème de l'e-sport. On a d'autres médias, il y a d'autres sites internet qui traitent de ce sujet-là. Et sur la partie production de contenu, il y a également d'autres boîtes de production qui sont très impliquées en fait dans l'e-sport, mais qui restent des petites structures aujourd'hui, qui ont un fort potentiel, qui sont souvent liées à des personnalités influentes en fait de Twitch ou du monde de l'e-sport, avec lesquelles on a beaucoup d'interactions. C'est-à-dire que ça reste un petit microcosme où tout le monde se connaît et même si on est parfois un petit peu en concurrence, on grandit tous ensemble et on travaille toujours ensemble. Le gâteau grossit, donc il n'y a pas raison de regarder dans l'assiette du voisin, au contraire, quoi. C'est exactement ça. Et donc toi, ton cœur balance un peu entre l'e-sport et cette nouvelle tendance un peu du live stream. On sent qu'il y a un truc qui se passe. Alors le e-sport grossit, mais tu l'as dit, c'est un microcosme. Maintenant vous êtes bien, vous êtes machin. Mais est-ce que sur le live stream, tu sens que c'est là où ça peut exploser et tu t'éclates? Toi, t'es plutôt quel côté? Non, mais j'ai pas une préférence. Hein. L'e-sport, c'est quelque chose sur lequel on travaille depuis bientôt 10 ans. On le voit exploser, on l'a vu, on a accompagné en fait cette croissance exceptionnelle qu'on a connue ces dernières années. On voit encore un potentiel de croissance très important dans les prochaines années. On a envie de participer et continuer à structurer en fait cette évolution et on va le faire. Et on a beaucoup d'ambition là-dessus. Et puis on voit apparaître effectivement cette nouvelle tendance en fait de la production de contenu sur le live stream qui est effectivement très importante et qui laisse un champ des possibles absolument génial. C'est-à-dire qu'en gros, on considère que sur Twitch, tout le monde a une place et toutes sortes de contenus à sa place. Et on a envie effectivement d'être un acteur majeur en fait de cette évolution et de cette tendance qui est en train de se dessiner. On y croit beaucoup, donc on va beaucoup investir, on a beaucoup d'ambition là-dessus. Mais il n'y a pas de concurrence entre ces deux univers. C'est quand même un univers. Non, pour toi, oui, c'est très fluide. C'est fluide, ça vient de la même origine en fait. On est sur la techno de Twitch notamment. Ça vient de donc en fait, c'est les mêmes codes. C'est juste, ça grossit, mais pour toi, c'est pas deux choses différentes, quoi. Pas du tout. Pas du tout. En gros, l'e-sport utilise le live stream pour diffuser du contenu qui peut être plein d'autres choses. Exactement. J'ai vu aussi, alors c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, vous travaillez pour le PSG, en fait, l'équipe de e-sport, ça continue ce projet? Oui, alors ça a pas mal évolué, ça fait... L'équipe e-sport du PSG, ils ont monté une équipe de zéro, comme ils ont une équipe de hand, de foot, ils ont une équipe e-sport. Exactement. Donc le PSG e-sport, c'est la division e-sport du Paris Saint-Germain qu'on avait monté ensemble avec Webedia. Donc c'était un partenariat entre le Paris Saint-Germain et Webedia, où Webedia justement développait cette structure e-sport pour le compte du PSG, qui a été un des premiers acteurs en fait du sport traditionnel à se positionner en fait dans cet univers de l'e-sport. Et effectivement, on l'a bien développé et les choses ont pas mal évolué, puisqu'en gros, on va dire que la stratégie principale du PSG dans sa volonté d'aller dans l'e-sport, c'était de développer sa notoriété, notamment sur des régions géographiques. Asie, principalement l'Asie, effectivement, et notamment l'Asie du Sud-Est. Donc on a développé pour eux en fait des partenariats avec des teams en local. Donc il y a une team chinoise en fait qui porte les couleurs du PSG. On a développé des partenariats avec d'autres teams dans ces régions-là et qui aujourd'hui sont considérés parmi les meilleures teams au monde, quoi. Donc donc un bon scouting, je sais pas comment dire, vous repérez les bonnes équipes. Exactement. Et ça c'est le travail notamment de Sacha, mon ancien associé, qui a développé en fait la filiale de Webedia en Asie à Singapour et qui pilote notamment toute la stratégie du Paris Saint-Germain en local. D'accord. Donc l'ouverture de ce bureau en Asie du Sud-Est de Webedia est portée par Sacha, mais autour du e-sport. Alors,
c'est opportuniste en se disant bah tiens on a ça et donc on a cet agenda et on pourra un peu rentabiliser parce qu'on trouve d'équipe etc. Mais c'est le bureau global de Webedia. Non, le bureau de Webedia en Asie a un objectif en fait de créer une vraie filiale de Webedia qui représente tous les intérêts et toutes les verticales dont Webedia aujourd'hui que Webedia a développé. Mais sur des marques qui sont pas connues à l'étranger, enfin jeux vidéo, Allociné, etc. Les gens tout à fait. Non, mais quand on a créé des filiales au Brésil ou au Moyen-Orient, on a toujours commencé de manière très modeste et c'est vraiment le rachat de médias, c'est la théorie de la cabane, c'est-à-dire qu'on construit une petite cabane, on renforce ça petit à petit, dès que ça tient, on renforce avec du béton et puis après on devient très gros effectivement avec des acquisitions potentielles. Mais l'objectif c'est d'abord de construire une filiale qui soit pérenne, qui repose sur des bases solides. Le PSG en fait partie, mais c'est évidemment pas la seule. Il y a plein d'autres projets, il y a plein d'autres sujets en ce moment sur lesquels on travaille avec Sacha qui sont très porteurs. J'imagine bien, Sacha, qu'on salue d'ailleurs. Tout à fait. Un sujet, voilà, pareil sur l'e-sport. 90% des e-sportifs amateurs sont des hommes. Très peu de joueuses. Est-ce que tu le vois ? Est-ce que vous faites des choses pour changer ça ? Est-ce que vous sentez que c'est un sujet important que vous devriez porter, Webedia, de par votre poids dans cet écosystème ? C'est une question qu'on me pose souvent. Et je dois avouer que c'est pas un sujet sur lequel j'ai vraiment envie de m'engager. Alors, il y a plein d'initiatives qui sont extrêmement importantes et qu'on soutient très fortement chez Webedia, notamment des associations comme Women's Game ou des choses comme ça qui vont justement permettre de donner la parole aux femmes dans le gaming. Après, on va pas se mentir, hein, l'e-sport, donc cette partie compétitive du gaming, elle est aujourd'hui composée d'une audience qui est principalement masculine. Oui. Aujourd'hui, les compétitions d'e-sport, les contenus qu'on diffuse sur Twitch, sur l'e-sport, sont représentés par une audience qui a entre 70 et 90% masculine. Selon les typologies de jeux, il y aura effectivement des petites différences, mais c'est principalement l'audience de l'e-sport, c'est des jeunes hommes qui ont entre 12 et 35 ans, principalement. Donc c'est un peu normal que, partant de ce constat-là, je vais oser un peu le comparatif avec le sport traditionnel, mais c'est vrai que dans le sport traditionnel, on est également plus sur des audiences qui sont masculines plutôt que féminines. Et au niveau compétitif, on est également sur des profils qui sont plutôt masculins. Bon, dans l'e-sport, c'est un peu pareil, bien qu'il n'y ait pas forcément de différence de compétences entre une femme et un homme, notamment sur le jeu vidéo, oui. Principalement, d'ailleurs beaucoup plus dans le jeu vidéo, il y a moins de différences de compétences qu'on pourrait avoir dans le sport traditionnel qui sont morphologiques, voilà, exactement. Mais dans l'usage, on trouve peu en fait de profils féminins en fait qui se lancent en fait dans des carrières e-sportives. Il y en a quelques-unes et qui le revendiquent et qui sont des personnalités extrêmement attachantes et intéressantes. Mais voilà, c'est le marché est fait que on a une audience principalement masculine et on a des personnalités reconnues qui sont principalement masculines. D'accord. Donc on aura, j'ai un peu de mal avec l'idée de forcer les choses en fait pour féminiser un univers qui est naturellement très masculin en fait, quoi. Après, dans le gaming, on se rend compte effectivement que si on prend vraiment l'ensemble du marché du gaming, on est sur une audience très mixte. Ouais, je crois que c'est 52-48. Exactement, 51-49 selon les années. Effectivement, c'est plus compétitif quelque part, voilà. Et plus ça se masculinise. Et c'est vrai que, bon, l'audience en fait de l'e-sport, c'est une audience de personnes qui sont plutôt ce qu'on appelle les hardcore gamers, quoi. C'est les vrais fans de jeux vidéo, quoi. Et les vrais fans de jeux vidéo, ils jouent à des jeux qui sont plutôt masculins. Les jeux de tir, des FPS, les FIFA, les choses comme ça. Quand on regarde FIFA, 99% de l'audience qui regarde FIFA sont des hommes, quoi. Normal. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué de se dire comment faire bouger un peu les lignes par rapport à ça, sachant que naturellement l'audience est principalement masculine aujourd'hui. Ok, ouais, c'est un sujet un peu compliqué. En fait, il est là, donc pour les annonceurs, pour tout. Et donc, c'est pas un truc que vous portez un étendard de se dire on va agir là-dedans. Vous soutenez les initiatives qu'il y a, mais il n'y a pas d'initiative particulière
c'est toujours compliqué en fait d'influer sur une typologie d'audience en fait qui est naturelle, quoi. Donc je pense qu'il y a des choses à faire et il y a sans doute des chantiers, mais c'est vrai que pour l'instant on est vraiment en train de structurer déjà l'existant. Oui, donc il y a déjà beaucoup de chantiers. Ce que tu veux dire, c'est que c'est pas un truc qui ronronne où tu peux te dire bah tiens, il y a un gros sujet là-dessus, il y a tellement de choses à faire. C'est un peu ça. Et c'est un business, on n'en a pas beaucoup parlé. Comment vous rémunérez grosso modo bon alors j'imagine sur la partie média classique, il y a de la pub, etc. Mais quelles sont les autres sources de monétisation quand tu gères un talent, quand tu organises des événements, etc. Alors, c'est pareil, c'est encore quelque chose qui est en train de beaucoup évoluer. J'ai souvent tendance à dire que dans l'e-sport, ce qui est vrai aujourd'hui, il n'était pas forcément il y a 6 mois et le sera pas forcément non plus dans 6 mois. Oui, tellement ça change. Ça évolue très très vite. Et bon, pour les principales ressources aujourd'hui le marché aujourd'hui repose principalement sur la monétisation de l'audience que ça génère. Donc c'est vraiment via les sponsors et via la publicité que l'industrie aujourd'hui de l'e-sport se rémunère. Donc une team aujourd'hui, les seules sources de revenus qu'elle a, c'est effectivement via ses sponsors principalement, un peu de merchandising, mais on va dire tout ce qui est droit audiovisuel, tout ça n'est pas encore vraiment développé. C'est une tendance qui est en train de se créer, qui va se développer, qui je pense va vraiment pouvoir rééquilibrer un peu les sources de revenus dans l'e-sport. Mais aujourd'hui, la principale source de revenus reste l'investissement des marques, sous forme de sponsoring, sous forme de contrats d'ambassadeurs, sous forme d'opérations spéciales ou d'achats médias assez classiques, on va dire. Mais ça représente vraiment la plus grosse partie des revenus aujourd'hui. Et ça, sur l'e-sport. C'est toi, c'est vous, c'est ton équipe qui allait chercher, qui allait voir ces annonceurs que maintenant vous connaissez pour dealer ça pour Webedia, pour une équipe, ou c'est par individu? Alors, chez Webedia, on a développé une offre autour justement de cette verticale e-sport qui repose sur 4 pôles principaux, que sont un pôle média assez important, on en a parlé, jeuxvideo.com, MGG, ES1, qui est une chaîne télé qu'on a lancée il y a 3 ans maintenant, qui marche très très bien, qui est dédiée à cet univers de l'e-sport. On produit des contenus pour des médias tiers, pour Beansport, pour différents médias. Donc ça, c'est tout notre pôle média. On a un pôle événementiel, on en a parlé avec notamment l'organisation de la LFL, de la Ligue française de League of Legends. On produit également la Division 2, on coproduit avec d'autres éditeurs, notamment avec Ubisoft, la French League. On a lancé la Ligue de Valorant, qui est le nouveau jeu très populaire, Counter-Strike, exactement, de Riot. Donc voilà, on a tout ce pôle en fait événementiel qui est très important. On a un pôle, on en a parlé, team avec le Paris Saint-Germain e-sport, même si c'est un IPs qui est très orienté justement sur l'Asie du Sud-Est. Et puis on a ce pôle influence. Et on va voir les marques. Notre travail, c'est effectivement d'aller voir les marques, leur présenter l'ensemble en fait de ces offres-là, étudier leurs besoins, travailler sur leurs objectifs, et en fonction en fait une fois qu'on a bien identifié leurs besoins, leurs objectifs, on va pouvoir activer tel ou tel levier pour répondre au mieux à leurs problématiques. Donc ça peut se traduire effectivement par du média, par du sponsoring, par des contrats d'ambassadeurs, par des opérations spéciales, par des créations de contenu, par la production de contenu audiovisuel, par de l'amplification sociale et média. Mais on va pouvoir justement travailler de manière très chirurgicale pour répondre au mieux aux besoins, aux différents besoins en fait qu'une marque peut nous présenter. D'accord. Et comment vous rémunérez dans ces cas-là les talents? Puisque donc ça, c'est vous qui gérez, qui entre guillemets facturez les marques. Comment ça se passe après les talents? Est-ce ils touchent un partage de revenus qui est fait? Est-ce que c'est en fonction de leur audience? Est-ce qu'ils sont salariés peut-être pour certains? Alors, il y a différents modèles effectivement de représentation. Le modèle principal reste un modèle de commission, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on ramène un deal à un talent, on garde une commission d'apporteur d'affaires. Et puis comme je disais au départ de cette discussion, on est vraiment là pour les soulager en fait sur toute cette partie, on va dire administrative, gestion avec les marques, la relation avec les marques. Donc c'est notre boulot, c'est vraiment monter avec eux des opérations et ensuite faire en sorte que eux se focusent vraiment sur ce qui sur la production de contenu ou le jeu. Exactement. Ou le jeu. Et donc c'est ça un peu le taf d'agent, effectivement. Ouais, voilà, on y revient. On y revient exactement. Et justement, peut-être pour
les streamers comme Domingo, c'est un peu un statut particulier, j'imagine. Est-ce qu'il est non, c'est pareil, parce qu'on peut imaginer peut-être des plus petits, tu vas signer une opération et puis dedans c'est comme tu peux avoir tout ton pool de talent. Domingo, c'est une marque en lui-même, ça se gère un peu différemment. Non, en fait, après, tout est relatif par rapport à l'audience que le talent va générer, quoi. Donc, plus un influenceur a une communauté importante, plus enfin voilà, il y a pas vraiment de règle par rapport à ça. Je vous reprends Domingo, donc lui il peut produire autant qu'il veut, tout ce qu'il produit est sous un partage de revenus avec Webedia. Ou est-ce qu'il a une espèce d'indépendance et c'est des contrats, par exemple Popcorn, boum, tu fais ça, tu produis autant d'émissions et on partage, machin, on va t'aider à trouver des sponsors. S'il remet ailleurs sur YouTube qui monétise, comment ça se passe? Ouais, c'est pareil, il y a différents projets. On a principalement des deals de représentation exclusive avec les talents avec lesquels on travaille. Donc tous les projets qui vont monter, on les monte avec eux. D'accord. Et on a une exclusivité en fait sur les droits marketing en fait de la personnalité. Mais parfois, on n'est pas forcément d'accord avec un talent, une personnalité, donc on va pas forcément signer un deal d'exclusivité, mais ça va se transformer sur potentiellement des deals de coproduction de contenu, sur des interventions de manière ponctuelle en fait sur des opérations. Donc voilà, il y a vraiment il y a différents moyens de travailler avec ces personnalités là. Moi personnellement j'ai un lien affectif avec les talents avec lesquels on travaille très fort, quoi. C'est effectivement des gens que je connais depuis longtemps. Il y a une vraie relation de confiance qui s'est installée, donc on bosse très bien ensemble et ça repose souvent sur justement une relation assez exclusive. Confiance, en fait. Vaut mieux en fait, quelque part c'est plus simple et plus sain si t'es exclusif, parce qu'au moins c'est hyper important parce qu'on reste sur un paramètre humain en fait. C'est des personnes réelles, quoi. Donc, c'est vrai, on parle de marques de médias, mais c'est des jeunes. C'est des marques médias, mais c'est incarné par des vraies personnes, quoi. Oui, personne. Et par une personne. Donc on peut pas la traiter de la même manière que je vais bosser sur jv.com ou sur la LFL. Exactement. Non, mais c'est important, tu vois, justement de voir ça. Tout ça, c'est assez nouveau. Donc oui, c'est évidemment donc des humains. C'est tu le rappelais, merci. Ouais, c'est mais en tout cas, tu dois être dans quelque chose qui t'explique c'est ce qui fait toute la magie. C'est-à-dire qu'en gros, c'est à la fois potentiellement une contrainte, hein. C'est-à-dire que voilà, on peut pas faire la même chose avec un talent qu'on le fait quand on fait du média, quand on vend un média, quoi. Exactement. En revanche, il y a cette magie qui s'opère avec sa communauté, avec son audience et parfois avec les partenaires avec lesquels on monte des opérations, mais qui est assez unique en fait. Ouais, ça doit être assez dingue à vivre, surtout quand tu vois un peu tous ces succès, toute cette croissance. Mais faut pas oublier qu'en fait, on parle beaucoup d'e-sport, de live stream, tout ça depuis tout à l'heure. L'élément fondamental et central en fait de cet univers, c'est les personnes, c'est ces streamers, c'est ces influenceurs, quoi. En fait, c'est-à-dire que en gros, on a beau être fan de tel ou tel jeu, on regarde pas Twitch parce qu'on est fan de FIFA, on regarde Twitch avant tout parce qu'on est fan de la personnalité qui diffuse le contenu, en fait, quoi. Et c'est hyper important de concevoir que dans l'e-sport, l'humain a un rôle prépondérant et la personnalité en fait du talent est centrale dans le dispositif qu'on va mettre en place. Ouais. Ce qui me fait dire aussi, quelque part, ça doit être difficile, j'imagine, pour certains e-sportifs qui sont très bons, mais peut-être très mauvais live streamers. Je veux dire, surtout que c'est des carrières qui s'arrêtent jeunes, hein, alors qu'il n'y a pas de physique, mais je pense qu'il y a une intensité que les gens ont du mal à comprendre dans une carrière de e-sportif. C'est quand même très très dur, très compétitif. Mais si t'es pas un bon live streamer ou que t'es pas charismatique, du jour au lendemain, ça peut s'arrêter. C'est deux métiers qui sont différents. Le joueur pro, son objectif, c'est pas le live stream. C'est la compétition, c'est le palmarès, c'est gagner en fait. Donc ils s'entraînent pour ça, et effectivement. Et après, il y en a il y a des personnalités qui sont plus à l'aise en fait derrière un micro, derrière une webcam, pendant un live stream que d'autres. Mais ça, c'est effectivement. Ça après, c'est les personnalités. Ça, c'est les personnalités. Ça s'invente pas. Et puis après, il y a les streamers où là, ce qu'on leur demande, c'est d'être bon en fait en live, quoi, et d'avoir cette capacité à embarquer une audience la plus large possible. Donc des carrières peut-être plus longues, plus intéressantes, plus de choses à faire. En tout cas, quoi. Tout à fait. Un peu, on arrive un peu au bout de cet épisode. Je voulais juste voir par rapport aux médias traditionnels. Forcément, il y a 5 ans, ça intéressait moins les médias. Est-ce que c'est en train de changer, puisqu'avec ce public qui devient de plus important, est-ce que vous êtes sollicité énormément par des médias légataires quelque part, qui veulent s'emparer du sujet, qui veulent rattraper le temps? Alors, t'as senti ce shift?
on est dans une vraie phase de transition où tous les médias traditionnels aujourd'hui s'intéressent à Twitch, entre autres, mais au live stream de manière générale. Il y en a plein qui se sont lancés en fait sur Twitch notamment, avec plus ou moins de succès. C'est pas évident pour eux, c'est un univers qu'ils ne connaissent pas, c'est un univers qui est extrêmement codifié, on en parlait tout à l'heure, on peut pas faire n'importe quoi, et où l'audience et les communautés sont extrêmement exigeantes. C'est-à-dire qu'en gros, c'est pour rentrer sur Twitch, c'est quelque chose de magique. Vraiment, on peut faire quelque chose d'assez incroyable avec ce média-là, qui permet plein de choses assez géniales. En premier lieu, cette interactivité que tu peux générer avec ton audience, et c'est quelque chose de vraiment phénoménal. Mais c'est une audience qui est extrêmement exigeante et qui ne va pas laisser rentrer tout le monde facilement. On l'a vu avec effectivement certains médias qui se sont lancés, je pense à des BFM TV qui ont eu un lancement très laborieux en fait sur Twitch, mais qui n'ont pas lâché l'affaire, qui ont continué, qui ont gardé leur volonté, et c'est hyper intéressant de voir comment ils évoluent et ils commencent à comprendre comment ça marche. On voit que TF1 s'y est mis aussi, que même des magazines comme Challenge ont développé des contenus, Arte s'y est mis de manière assez intelligente notamment. Donc voilà, il se passe plein de trucs comme ça. Il y a de plus en plus de producteurs qui s'intéressent à ce média. Il y a de plus en plus de personnalités. On a parlé de Samuel Etienne, on a parlé de Gaël Monfils, de toutes ces personnes qui se mettent en fait, ou Monsieur Poulpe d'ailleurs, qui s'est lancé également sur Twitch. Donc oui, il y a plein de choses qui se lancent, avec plus ou moins de succès, avec parfois des ratés et parfois plutôt des succès. C'est pas donné à tout le monde. Effectivement, il faut avoir un certain talent pour fédérer des audiences pendant 1 heure, 2 heures ou 3 heures en fait en live. Donc c'est toutes ces choses-là en fait que les médias aujourd'hui sont en train de tester, sont en train de comprendre, sont en train d'appréhender. Un grand bac à sable, en tout cas tout le monde. Ouais, c'est un peu ça. Et effectivement, Webedia a cette expertise aujourd'hui. Oui, vous avez quelques années d'avance quelque part. Clairement, même si on a eu des échecs, des fails, comme tout le monde en fait. Mais effectivement, on a appris beaucoup de ces différentes expériences, de nos talents, des échecs qu'on a pu avoir. Et aujourd'hui, on est hyper excité de voir en fait toute cette dynamique qui est en train de se créer dans le live stream. Top. C'est clair. J'avais une question sur l'horizon à venir pour conclure, mais en fait, comme tu vois, j'imaginais comment ce champ allait se structurer dans les 5 prochaines années, mais en fait, c'est plus que de l'oracle à 5 ans. Ah ouais, alors, c'est très compliqué de se projeter, même si, je pense que les perspectives sont assez énormes, quoi. Et c'est ça qui est dur on sent une excitation, on sent que c'est que ce soit le marché ou toi même perso, tu sens qu'il y a c'est gros, c'est excitant, qu'il peut se passer plein de trucs. Ouais, on le voit, on parlait des médias, tous les médias qui s'essaient à ce nouvel univers. On parle des personnalités, des nouveaux streamers qui viennent tester Twitch. On parle et des marques évidemment des marques. Et voilà, et moi je le constate, hein, j'ai vu un vrai changement dans la typologie des marques en fait qui sont positionnées sur Twitch entre l'avant crise sanitaire et aujourd'hui, et c'est assez incroyable. C'est-à-dire qu'on avait principalement que des marques endémiques jusqu'en 2017-2018, donc des marques endémiques qui viennent plutôt de l'univers du IT, voilà, ou des accessoires de jeux vidéo, DLC, ce genre de choses, éventuellement des opérateurs téléphoniques, des choses comme ça. Ouais. Aujourd'hui, toute marque qui a une problématique sur cette typologie de cible, qui sont plutôt des mecs qui ont entre 15 et 25 ans, s'intéressent à l'e-sport, quoi. Ouais. Et on voit un vrai transfert en fait d'investissement des médias dits traditionnels sur le live stream, quoi. Et ça, c'est important de le savoir, de le comprendre pour les médias, tu vois, quelque part, moi qui suis, c'est cette diversification. Voilà, attention, il peut y avoir des budgets qui vont attention, là-dessus. Il se passe quelque chose de très très important aujourd'hui dans le live stream en France et à l'international. Et on le voit notamment quand on parle effectivement de marques. Les marques, aujourd'hui, développent en fait des vraies stratégies très long-termistes sur l'e-sport et sur le live stream. Ouais. Donc c'est vraiment c'est pas juste des coups, ils sentent que c'est trop solide, c'est là, c'est installé, et puis ça rejoint, comme tu dis, le live stream un peu influence, donc ça rejoint les autres plateformes. On sort d'un truc qui est dans un coin Twitch à quelque chose qui est beaucoup plus large que ça. Ouais, tout à fait. Et puis il faut pas oublier que
Twitch, c'est une plateforme de live stream. Le live stream est un moyen de communication qui s'inscrit dans un ensemble digital qui n'est pas du tout incompatible avec la VOD ou avec les réseaux sociaux. Nous, quand on monte des opérations autour du live stream, on a des replays qui sont sur YouTube, on a des communications et des amplifications qui sont sur Twitter, sur Instagram, sur TikTok. Voilà, on utilise l'ensemble en fait du panel digital pour développer nos opérations. Écoute, c'est très clair, c'est hyper intéressant. J'espère que tous ceux qui écoutent cet épisode ont appris. Merci Raoul pour le temps consacré et puis de partager ton expérience et un peu ce que tu fais au quotidien. Je pense que beaucoup de gens aussi auront appris un peu sur l'e-sport, sur le live stream qu'on sent, mais là, c'est vraiment vécu de l'intérieur. Avec plaisir. Et puis non, mais c'est vrai que c'est important de prendre conscience de ce qui est en train de se passer. Et j'invite tout le monde à tester cet univers, à aller regarder la LFL, à aller regarder pourquoi pas le mardi soir sur la chaîne de Domingo Popcorn. Je crois que c'est un bon exemple de ce qui se fait aujourd'hui dans le live stream. L'état de l'art là en juin 2021, de ce qui se fait dans le live stream un peu maîtrisé. Exactement. Et ben on va regarder ça, puis on va suivre de ça de très près. Peut-être dans quelques mois aussi avec toi, on verra un peu l'évolution de tout ça. Ce serait intéressant de faire un petit catch-up. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous souhaite une bonne journée. Portez-vous bien. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Mediarama. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast, ça m'aide à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager autour de vous, chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un accompagnement tech et créatif, que ce soit pour votre stratégie de présence en ligne, la refonte de votre site ou encore l'obtention d'une subvention, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse mediarama@causavostra.com. À bientôt.